Et la commission donc a été déviée de son parcours et de son programme. Oui. On a demandé à cette commission d'enquête qui devait aller à Khan al-Assad de rester à Douma et de faire des prélèvements pour montrer s'il y a eu, oui ou non, utilisation de chimiques. Et bien sûr, ils ont fait des prélèvements, mais en même temps, ils avaient fait aussi un minimum d'enquête auprès des gens qui étaient attaqués et qui étaient pour la plupart des soldats syriens. Mais en fait, quand ils ont commencé à faire ça, Ban Ki-moon les a rappelés en disant la commission, la mission est terminée. On vous a pas demandé de déterminer qui a utilisé les armes chimiques. On vous demande juste de déterminer s'il y a eu ou pas armes chimiques d'utiliser. Voilà. Et donc, même les membres de la commission d'enquête ont protesté. Et ils ont dit, comment ça, rentrer maintenant? On n'a pas fini notre boulot. Il leur a dit, écoutez, vous retournerez pour continuer, mais maintenant, on vous demande pas de dire qui a utilisé. Et bien sûr, donc, ils sont repartis. Oui, et puis bien sûr, ils sont jamais revenus pour... Ils sont jamais revenus, exactement. Hein, voilà. Exactement. Ils ne sont jamais revenus. Alors, et voilà, donc là, on voit à nouveau... Alors, il y avait un épisode quand même qui est apparu à ce moment-là, parce que, bien sûr, il y avait des gens qui, les terroristes qui montraient, enfin, les médias mainstream, qui montraient qu'il y avait des enfants, des femmes, etc., qui ont été touchés par les produits chimiques ou par les armes chimiques. Et voilà que des gens qui ont dit, en voyant toutes ces photos ou toutes ces images, mais ce sont nos enfants de Khan al-Assad qui ont été kidnappés et qui avaient disparu et qu'on voit là à Douma. Oui. Parce que bizarrement, il n'y avait que des enfants sur les photos. Oui. Et bizarrement, il n'y avait comment ça se fait, dans une vie normale, il y a un lieu où il n'y a que des enfants qui dorment, etc. Donc, ça a été ça. Oui, ça, excusez-moi, mais justement, effectivement, je me rappelle très bien de ça, puisque, en fait, ces parents-là étaient des gens qui habitaient dans le gouvernorat de Latakié, hein, qui avait subi une attaque terroriste, et cette attaque terroriste avait consisté aussi à enlever des enfants. Et ces enfants se sont retrouvés effectivement sur les images filmées de ces enfants ayant subi cette attaque chimique à 400 ou 500 km au sud-est de là où ils vivaient. Tout à fait. Donc c'est bien un traquenard, c'était bien un traquenard. Oui, tout à fait, c'est encore une fois des mensonges médiatiques qui étaient vraiment systématiquement cités. Alors, je reviens donc à ce qui s'est passé récemment à Khan Cheikhoun. Oui. Parce qu'à Khan Cheikhoun, on dit que ça a été une attaque chimique. À Khan Cheikhoun, les seules preuves qui existent, alors récemment, donc les experts russes ont montré que de toute façon, il n'y avait rien là-dedans, enfin que les photos qui ont été montrées, d'abord les seuls témoignages sont les témoignages douteux des casques blancs. Oui. Quand on sait que les casques blancs sont les terroristes d'Al-Nosra avec une casquette différente. Ça d'une part. D'autre part que les lieux où ce montage a été fait ne correspond pas du tout à la Syrie, mais c'est un pays voisin. D'accord. Et que donc, en fait, c'est complètement faux. L'autre hypothèse, de toute façon, c'est un lieu. Khan Cheikhoun est en plein territoire d'Idlib et qui est aussi dominé par les terroristes depuis 2012. Donc, les Syriens ne peuvent pas rentrer dedans.
Et puis, enfin, l'armée syrienne n'y va pas. Et que depuis un certain temps, la Syrie, ou le gouvernement syrien et le ministère des Affaires étrangères, par le biais de ses ambassades, etc., enfin de son ambassadeur à l'ONU, a écrit à plusieurs reprises à l'ONU et à la commission de non-prolifération des armes chimiques, leur disant qu'il y a des armes chimiques qui transitent, qui arrivent aux terroristes à Idlib, et qui transitent dans toutes les régions qui sont, qui sont occupées par sous le contrôle des terroristes. Et il donnait même des noms des transporteurs, des noms des personnes qui les achètent, etc. Et personne n'a bougé. Y compris de l'arme chimique d'ailleurs, hein. 2 litres, il me semble, de sarin qui venait de Libye. Voilà, il y a de Libye, de Libye, il y avait de fabrication américaine et israélienne. Et de Turquie, qui venait de Turquie aussi. Alors, donc, en fait, la Syrie, effectivement, l'armée syrienne a bombardé Khan Sheikhoun, mais n'a pas du tout envoyé de bombes chimiques. Elle a bombardé un lieu où se tenait un quartier général des terroristes, où se tenait une réunion. Et manifestement, ils avaient aussi un stock de chimiques là-dedans. Manifestement. Donc, puisqu'ils le disent. Alors, suite à ça, les États-Unis prennent la décision de bombarder l'aéroport de Shairat. C'est ça. Pourquoi Shairat? Parce que cet aéroport est aussi une base de départ de tous les avions qui s'attaquaient aux quartiers généraux et aux lieux de rassemblement des terroristes, et qui couvraient l'avancée victorieuse de l'armée syrienne dans la steppe, en fait, dans le désert syrien, donc vers l'est. Donc, en fait, deux manières, à deux fois, les Américains sont intervenus pour stopper l'avancée syrienne et l'avancée de l'armée syrienne pour le contrôle du pays, ou dans sa lutte contre Daesh, alors qu'ils prétendent, en fait, lutter contre Daesh, mais à chaque fois que l'armée syrienne avance, ils trouvent moyen de la bombarder, soit par erreur, soit en réalité, parce qu'ils le disent, soit ils disent par erreur, parce que je rappelle quand même, en septembre 2016, le bombardement pendant 1 heure complète de la montagne à Sarda, qui surplombe la ville de Deir ez-Zor, où ils ont tué une centaine de soldats syriens, et ils ont même poursuivi les blessés avec des avions Apache pour les tuer complètement, que 10 minutes plus tard, Daesh a pris possession de cette montagne. Il a pris le contrôle de cette montagne, et jusqu'à présent, elle est sous leur contrôle. Ce qui veut dire que l'intervention américaine était justement largement concertée avec la direction de Daesh pour faciliter à Daesh l'arrivée le contrôle de cette montagne stratégique, en fait, qui surplombe Deir ez-Zor. D'ailleurs, Essar, ce que vous êtes en train de dire jette une suspicion particulièrement musclée sur ce qui se passe à Raqqa, soi-disant libéré de la présence de Daesh. On a le sentiment que finalement les combats ont l'air d'être beaucoup plus, je dirais, l'organisation d'une séquence de cinéma hollywoodienne,
pour donner l'impression à l'extérieur qu'il y a vraiment une opposition militaire des Américains et de leurs alliés contre les terroristes. Alors qu'en réalité, il est apparu que probablement tous ces gens-là ont signé, je dirais, un accord secret, Daesh évacuant Raqqa, laissant ainsi la place aux Américains. Hein. Oui, oui, tout à fait. En fait, on a l'impression que c'est les uns arrivent, les autres quittent, et puis c'est tacite, c'est par tacite entente en fait. Hein, c'est clairement ça. Donc, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec cette analyse. Hein, et de la même manière à Jarablos et à Manbij, etc. Donc, voilà, c'est comment dire, l'écran de fumée qui est de dire les Américains comme la coalition sont en train de combattre le terrorisme en Syrie et en Irak. Bien au contraire, ils sont en train de coopérer avec le terrorisme pour lui permettre de vivre plus longtemps et lui permettre de s'étaler encore plus. Maintenant, la question se pose effectivement, les Daesh qui s'en vont de l'Irak, de la Syrie, etc. Ils vont ailleurs et ce n'est pas par hasard, à mon avis, qu'on découvre dans le sud des Philippines des attentats de la part de Daesh aussi. Comme par hasard, lorsque le président des Philippines est un président qui a une attitude d'indépendance nationale et de défense de sa souveraineté. De la souveraineté de son pays, quoi. Oui. Face aux États-Unis, qui comptaient sur les Philippines pour représenter sur place contre la Chine, je dirais un allié fidèle, servile, pour empêcher la Chine d'installer en fait des moyens de défense pour recréer ce qu'on appelle une profondeur stratégique, hein, puisque Taïwan est très proche de la Chine continentale. Et que les États-Unis ont toujours instrumentalisé Taïwan, géographiquement très proche de la Chine continentale, comme une espèce de couteau sous la gorge de Pékin. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà. Aujourd'hui, en fait, les accords d'Astana, enfin les accords, je veux dire les pourparlers d'Astana, vise effectivement à pousser la Turquie dans ses retranchements, puisque la Turquie est une garante des terroristes et c'est à travers la Turquie et la Jordanie que toutes ces hordes sauvages circulent et traversent les frontières, etc. Et je crois que jusqu'à présent, la Turquie, elle est comment dire, je ne peux pas dire hésitante, mais elle joue sur les cordes, sur toutes les cordes, en fait. Donc, jusqu'à présent, elle jouait le rôle de bloqueur. Et on va voir demain ce que ça va donner, puisque les entretiens ont commencé aujourd'hui et ils durent 2 jours, donc aujourd'hui et demain. D'accord. Maintenant... Je voudrais terminer, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, pour focaliser, je dirais, un regard sur, de nouveau, cette menace américaine d'intervention suite à une pseudo-attaque chimique organisée par Damas, et rappeler que Israël est intervenu à 5 reprises depuis moins de 2 semaines contre les soldats syriens à proximité du Golan. Ce qui signifie que la situation d'Al-Nosra se dégrade très vite, puisque si les Israéliens se sentent obligés, ils ne sont pas obligés bien évidemment, puisqu'ils violent catégoriquement la souveraineté territoriale et aérienne syrienne, s'ils se sentent obligés d'intervenir avec autant de rapidité et autant de récurrence, c'est que la situation d'Al-Nosra est critique, mais c'est aussi très dangereux, puisqu'à un moment donné, il paraît très difficile de penser que Damas ne réagira pas
à cette situation, ne serait-ce qu'en installant des systèmes anti-aériens puissants, capables je dirais, de réduire au silence les aéronefs israéliens traversant cette frontière à partir d'une zone il faut le rappeler, hein, qui s'appelle le Golan, qui est sous occupation israélienne, non reconnue par la communauté internationale, et donc en violation également par rapport aux traités internationaux concernant la souveraineté syrienne qui demeure sur le Golan, hein, depuis... Absolument, depuis 74. C'est ça. Et depuis 67 même. 67, parce que les décisions de l'ONU ont été claires et ont été claires. De toute façon, c'est une occupation qui doit être provisoire et le retrait doit avoir lieu déjà dans la décision de 142, hein, qui date déjà de 67. Effectivement. Voilà, c'est dans ce contexte que vous allez retrouver la Syrie, c'est-à-dire cette épée de Damoclès. C'est pour ça que j'insiste pour dire que c'est quand même moi, courageux. Je crois quand même qu'il est important de dire et de... Comment dire, je le dis à tout le monde, en fait, c'est que en fait, toutes ces coercitions, toutes ces attaques, etc., ne font que augmenter notre détermination à vivre debout, à vivre libre, à ne pas vivre à genoux et à surtout ne pas accepter l'inacceptable. Donc vraiment, le peuple syrien qui a résisté maintenant pendant 7 ans est fidèle au sang de tous ces martyrs et à la mémoire et à la présence de tous ces blessés qui ont donné vraiment une partie de leur corps et qui ont donné leur sang pour que vive la Syrie fière et indépendante et qui refuse tous les diktats qui portent atteinte à sa souveraineté. Donc ça c'est vraiment tout le monde est déterminé, tout le monde que ce soit le peuple, l'armée, la direction, le gouvernement, le président, tout le monde est uni dans cette volonté. Et pour cela, nous avons des alliances qui deviennent de plus en plus fortes aussi. Nous avons des alliances stratégiques avec l'Iran, avec nos alliés libanais et populaire, hein, je peux dire que cette alliance stratégique est de plus en plus forte et de plus en plus déterminée. Aussi, face à cette face à cette injustice en fait que veulent appliquer les Américains dans le monde, et donc face à cette arrogance monopolaire, nos alliés, nos autres alliés, nos alliés proches aussi, là, comme la Russie, la Chine et autres pays du BRICS, hein, notre alliance se resserre aussi et devient de plus en plus importante, de plus en plus déterminée à aller au-delà vers un monde multipolaire, vers un monde où les peuples ont leur mot à dire. Ont leur souveraineté en main et déterminent eux-mêmes leur propre avenir, déterminent eux-mêmes leur propre direction. Donc, c'est vraiment deux pôles, je dirais, ou deux pôles d'idées et de pensées qui se battent, mais qui deviennent de plus en plus dessinés, mais dans le sens où ceux qui se défendent et défendent les droits des peuples sont encore plus déterminés, alors que l'agresseur, il est de plus en plus en déclin, je dirais, parce que ces idées de domination et d'arrogance, etc., n'est plus du tout acceptée ni acceptable dans ce monde du XXIe siècle, je peux dire.
Et ils ne font plus peur. Hein. Ils ne font plus peur. Et ils ne font plus peur parce que ce sont vraiment, on découvre à quel point ils sont aussi faibles que les fils que les nids d'araignées en fait, hein, et que les toiles d'araignées, c'est-à-dire qu'ils paraissent très très importants, mais en fait qui sont quand même très très fragiles. Alors Essor, nous allons arriver à l'issue de notre CITREP et je crois que vous voulez nous présenter quelques ouvrages qui sont conseillés à la lecture, qui vous ont été même demandés hein, par un certain nombre de ceux qui nous regardent. Oui, en fait, à travers les conférences que j'ai menées en France et ailleurs, hein, beaucoup de personnes me demandent aussi une certaine bibliographie sur les Syries, sur ce qui se passe, cette analyse du monde, etc. Je crois qu'il y a quand même et c'est pour ça que j'ai tenu à vous présenter des livres très importants. Alors, le livre qui est une référence très importante aujourd'hui, c'est le livre de Michel Rimbaud. De Michel Rimbaud, qui est un ambassadeur français. Et ce livre, c'est ces tempêtes sur le Grand Moyen-Orient. Reculez sensiblement, parce que c'est trop près, le livre. Ah, pardon. Okay. Voilà, parfait. Là, c'est bien. C'est bien. Voilà. Tempête sur le Grand Moyen-Orient. Voilà, donc ça c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde. C'est une grande référence qui permet de comprendre, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Qui permet de comprendre toutes les relations internationales, qui comprennent aussi les jeux au sein de l'ONU, qui comprennent les rapports de force et toutes les institutions qui jouent de l'avenir des pays et des peuples. D'accord. Voilà. Mais aussi, alors, vous avez aussi un livre alors, il y a eu un livre d'Éric de Nessé qui était très important, mais que je n'ai pas ici, qui s'appelle La face cachée des révolutions arabes, qui a été publié chez Ellipse. La face cachée des révolutions arabes, donc, qui a été publié chez Ellipse et qui montre ce que je vous avais dit, en fait, comment tout ce plan des différentes révolutions, soi-disant révolutions entre beaucoup de guillemets, a été préparé, fomenté par les pays. Et d'ailleurs, nous voyons aussi, nous découvrons que toutes ces révolutions dites arabes ne sont qu'un coupé-collé des révolutions dites de couleur, oui, qui ont été appliquées et qui ont été la cause de l'effritement de la Yougoslavie, la cause de l'effritement des pays de l'Est, de plusieurs pays de l'Europe de l'Est qui faisaient partie de l'Union soviétique ou qui étaient proches de l'Union soviétique à ce moment-là. Des coups d'État souvent financés par un certain Georges Soros. Hein. Exactement, tout à fait. Alors là-dessus, il y a aussi un livre dont la préface de Michel Rocard, toujours d'Éric de Nessé, qui s'appelle « Les services secrets français sont-ils nuls ?» Parce que en fait, là, c'est vraiment la contradiction, je peux dire, entre les services secrets de renseignement français qui avaient une opinion et une analyse et une connaissance de la réalité qui est très différente de celle des dirigeants politiques, en fait, qui ont eu à soutenir ces soi-disant révolutions, à soutenir les terroristes, soutenir les frères musulmans,
et ce mouvement wahhabite qui est la cause de destruction de pas mal de pays maintenant. Voilà. Donc, Trump face à l'Europe, un livre de Jean-Louis Isambert qui est très intéressant et très important. Je ne sais pas si il vaut mieux reculer. Voilà, un peu, c'est bien. Là, un petit peu plus, voilà. Et puis ce sera bon. Un petit peu plus. Un peu plus. Voilà, là c'est bien. D'accord, voilà. Donc Jean-Louis Isambert qui a fait plusieurs livres que je recommande énormément d'ailleurs à lire. Crime sans châtiment, le livre Trump et l'Europe, là le livre 56 aussi, donc du même auteur. Là j'ai le tome 2, mais il y a eu le tome 1 qui est sorti l'année dernière. Hein. C'est donc, il s'appelle 56, ou la connivence avec les services de la connivence, comment c'est ? Mensonge et crime d'État, pardon. D'accord. Mensonge. Et cet ouvrage-là visible là, c'est visible oui, bien. Oui. C'est peut-être un peu donc, trop loin là du coup, mais ça veut dire que c'est un ouvrage en 2 tomes, hein, c'est ça ? En 2 tomes, il s'appelle 56 et que vous pouvez commander sur Amazon aussi. Bien entendu, la plupart de ces livres ne sont pas dans les librairies parce que forcément. Ouais, voilà. Alors, vous avez aussi le livre d'Alain Chouet, Au cœur des services spéciaux, qui est Alain Chouet qui était responsable de des DST, en fait, pendant des années. C'est la menace islamiste, fausse piste et vrai danger. Donc, c'est un livre très intéressant aussi à lire. Vous y découvrirez des choses. 2 livres très importants aussi. La guerre en Syrie par François Belliot, en deux volumes aussi. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Oui, c'est bon. Et puis, Syriana, qui a été écrit par Bahar Kim-Yong-gur. Mais Syriana a été écrit dès le début des événements, et c'est intéressant. Ce garçon est un Turc, je crois, d'origine, vivant en Belgique. Syrienne. Alors, il est turc parce que Alexandrette a été turquisé. Il fait partie d'Iskenderun, qui est le Sanjak. En fait, c'est une partie syrienne qui a été donnée à la Turquie en 1938, puisque à la période où la Syrie était sous mandat français par donc ce pouvoir français, par Léon Blum, qui était en 1938 au pouvoir, et pour soi-disant dissuader la Turquie d'être aux côtés de l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Ce qui ne les a pas dissuadés du tout. Par contre, Alexandrette et Antioche, c'est quand même l'église d'Orient syrienne par excellence, en fait, l'église syrienne d'Orient, l'église d'Antioche, et toute cette partie a été turquisée par force. C'est-à-dire que les habitants ont été obligés de turquiser leur nom de famille, etc. Et voilà. D'accord. Et le dernier livre, enfin 2 derniers, c'est le livre de Thierry Messant, qui est très très intéressant. Allez, je recommande à tout le monde parce que vous y découvrirez aussi beaucoup de choses, qui s'appelle Sous nos yeux, du 11 septembre à Donald Trump. Et là, vous découvrirez aussi beaucoup de choses et beaucoup de connivences. Et le livre de Michel Collomb et Grégoire Lalieu sur la théorie du chaos. La stratégie du chaos, impérialisme et islam. Alors, je rappelle que la stratégie du chaos, c'est la stratégie qui a été, pondue par Brzezinski. Oui, Zbigniew Brzezinski, oui. Oui, voilà.
qui nous pour a... les États-Unis et qui est appliqué depuis ce moment-là. Oui. Et voilà. Qui soulage l'humanité de sa présence pour avoir... pour être oui. décédé il y a quelques semaines. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Mais bon, de toute façon, ces écrits sont là et ces idées ont fait leur chemin apparemment dans l'administration américaine. Hélas, hélas. Malheureusement. Voilà, tout à fait. Alors, toutes les références, tous les livres que vous venez de citer, je vais faire une petite liste dans la description avec les liens hypertextes pour faciliter à ceux qui nous regardent leur achat, hein, s'ils veulent acheter ces ouvrages. Donc, juste en dessous de la vidéo, hein, la description, sur les 2 épisodes du site REP. Hein. Voilà. D'accord, c'est super, c'est très bien. Et merci beaucoup, c'est bien. Je vous laisse la conclusion. La conclusion, c'est que je vous salue tous et puis je demande à tout le monde d'ouvrir les yeux et surtout de oser s'opposer à ce courant qui bat son plein dans les médias et qui utilise tous les médias que nous payons tous contre l'humanité et contre les peuples, contre la souveraineté des peuples, mais aussi contre votre souveraineté à vous, puisque c'est du diktat américain qu'il s'agit et que tout le monde s'aplatit devant ce diktat américain. Donc, il est important de lever haut la tête et faire quelque chose. Merci Essar, merci de nous avoir encore une fois accordé cet entretien nécessaire pour l'ensemble des populations qui ne vivent pas en Syrie, qui ne savent pas ce qui se passe et qui sont victimes de cette propagande atlantiste éhontée qui est déversée contre votre pays. Merci beaucoup à vous et merci de faire tout ce que vous faites et merci aussi d'en informer les autres. Hein. Parlez-en autour de vous et agissez surtout contre l'injustice. Merci Essar. Je vous souhaite une bonne soirée. Beaucoup, Tom. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Et bon voyage, bon retour en Syrie. Puisque... Merci. Oh oui, il me tarde. Ça a été long quand même ce séjour. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Essar. Au revoir Tom.